Bonjour. Faut que je m'habitue à la manipulation du micro. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Raden, je travaille pour la société Grosseron, avec un magnifique stand qui est juste derrière vous. Nous sommes les distributeurs français de la marque de lyophilisateur Martin Christ, et je vais essayer de vous apporter quelques informations aujourd'hui concernant la lyophilisation. Enfin, ce que je connais de la lyophilisation, parce que je prétends pas tout connaître. Donc on va essayer d'aborder des choses au fur et à mesure. Vous n'hésitez pas à poser des questions pendant le déroulé de la présentation. On est à votre disposition. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Régère de la société Christ, qui arbore pour nous aujourd'hui les couleurs de l'entreprise Grosseron, qui n'est pas francophone, donc qui, par mon intermédiaire, peut aussi répondre à vos différentes questions. Donc je vais essayer de déployer le maximum de talent et le minimum de stress pendant cette présentation. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est essayer de mettre des mots simples autour de la lyophilisation pour comprendre à quoi ça sert et comment cela se réalise. Donc, premier objectif de la lyophilisation va être effectivement de sécher des échantillons d'une phase par un biais thermodynamique différent des séchages usuels que l'on fait dans des étuves universelles ou dans des étuves humides. On va mettre en œuvre d'autres choses, donc avec pour but effectivement de sécher l'échantillon. L'autre point éventuel, c'est sécher des échantillons dans un but de conservation de ceux-ci. Beaucoup d'activités liées à la chimie ou la biologie produisent des molécules qui peuvent être sensibles et notamment sensibles à la présence du solvant H2O, l'eau, qui est largement présente dans ceci. L'autre point d'application, on va retrouver la notion de préservation de molécules qui ont été préparées. Alors, je pense à notamment des molécules d'origine chimique à l'issue de synthèse, par exemple, ou de molécules ou de produits issus de fermenteurs ou de réacteurs qui, pour leur manipulation à suivre, ont besoin d'être débarrassés rapidement du maximum de molécules d'eau pour être remis en œuvre ou éventuellement analysés rapidement. Autour de la lyophilisation, on va parler d'une grandeur importante qui est la notion de pression. C'est globalement ce qui va distinguer la lyophilisation des autres techniques de séchage. C'est un critère de pression qui est bien particulier avec des niveaux relativement bas. L'autre point important, l'autre grandeur dont on va parler, c'est des notions de température. Parce qu'on ramène souvent la lyophilisation et son pilotage uniquement à une notion de température, mais qui est, pour moi, de mon point de vue, plus secondaire par rapport à la notion de pression. Au dernier point sur cette présentation, quel phénomène physique va être mis en œuvre pour pouvoir sécher l'échantillon? Ce phénomène physique s'appelle la sublimation. Donc c'est faire passer l'eau d'un échantillon de l'état solide à l'état de vapeur sans passer par l'état solide. Alors, au niveau des équipements de lyophilisation,
on va pouvoir imaginer globalement 3 grandes familles d'équipements. Pour la thématique de ce salon, on va retrouver essentiellement des lyophilisateurs, dits lyophilisateurs de laboratoire, qui sont des petits appareils avec des capacités de piégeage au niveau de leur condenseur pour la marque Christ à partir de 2 kg jusqu'à des quantités de 24 kg, qui sont considérés comme des appareils de paillasse. Autre famille d'équipements qui vont être des lyophilisateurs, dits lyophilisateurs pilotes, qui ont une construction un petit peu différente, on le reverra un petit peu plus loin, qui sont en fait des lyophilisateurs qui vont intégrer des systèmes de pilotage et des systèmes de suivi de processus qui vont être très similaires, très proches des outils qui sont utilisés à grande échelle pour la production. Troisième famille de lyophilisateurs, eh bien, c'est tous les outils qui sont destinés à la production, donc là des machines de très très grande capacité, où les capacités de piégeage au niveau du condenseur peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Donc là, c'est réellement l'instrument qui est utilisé directement dans la production à l'issue d'un transfert de mise au moins de protocole qui aurait pu être développé et optimisé sur les machines pilotes. Je voulais simplement faire un petit rappel autour de la molécule d'eau, qui est le solvant de référence qui est ciblé par la technique de lyophilisation, juste pour ramener quelques éléments de connaissance. Alors vous voyez ici, j'espère que tout le monde voit bien, même ceux qui sont plus loin, un diagramme dans lequel on va avoir une expression de la pression en fonction de la température au niveau de ce diagramme et qui va vous permettre en fait de visualiser en fait les coordonnées des différents points dans lesquels peuvent se trouver l'eau et y associer son état. Donc on va retrouver ici un premier état de l'eau qui est l'état gazeux, de la vapeur d'eau, qui dans la zone la plus claire ici au niveau du graphique. Une deuxième zone ici où on va retrouver une zone de point dans laquelle l'eau va se retrouver à l'état liquide, et la dernière zone en plus foncé qui est l'eau à l'état solide. Donc usuellement à la pression atmosphérique, donc aux environs de 1013 millibars, on a tous en tête effectivement que le changement d'état de l'eau de l'état solide à l'état liquide va se faire à la température de 0 degré pour 1013 millibars, et que le deuxième changement d'état de l'eau va se faire toujours à la pression atmosphérique, de l'état liquide à l'état gazeux à la température de 200 degrés. Au niveau de la lyophilisation, en fait, on ne va pas jouer uniquement sur la grandeur de la température, mais on va jouer plutôt sur l'autre axe pour faire produire des variations de pression et notamment venir se positionner dans une zone spécifique de la courbe d'état de l'eau, qui est une zone qui est inférieure aux coordonnées du point triple. Le point triple, c'est le point d'intersection de ces deux courbes. Le point triple qui correspond à la température de 6 millibars et une pression de 6 millibars et une température de 0,01 degré. Dans cette zone de la courbe, cette partie de changement d'état de l'eau, on peut constater que l'eau ne peut plus exister à l'état solide.
Les deux autres courbes que l'on voit ici sont les zones de points qui vont en fait permettre le réglage des différents changements d'état avec les correspondances effectivement pression-température. Alors, ici, juste un petit rappel de vocabulaire. Donc, sur le schéma, vous voyez sur le côté gauche, effectivement, la représentation de l'eau à l'état solide. Au milieu, la représentation de l'eau à l'état liquide. Et tout à fait à droite, l'illustration de vapeur d'eau. Donc, en termes de vocabulaire, on retrouve la notion classique de fusion pour le premier changement d'état, de solide à liquide. L'autre terme qui est la vaporisation pour passage de l'état liquide à l'état de vapeur. Et en sens inverse, une notion de liquéfaction et de solidification. Au niveau du lyophilisateur, en fait, on ne va pas s'intéresser à ces changements d'état, mais on va s'intéresser au changement d'état direct de l'état solide à l'état de vapeur, c'est-à-dire la notion de sublimation. Donc c'est ce qui va se passer au niveau de l'échantillon. C'est que on va sortir l'eau solide de l'échantillon sous forme de vapeur. Et la deuxième partie technique au niveau du lyophilisateur, ces vapeurs d'eau vont venir en fait se condenser au niveau d'un point froid du lyophilisateur qui est le condenseur. La flèche rouge qui se situe en bas, donc une flèche se déplaçant de la gauche vers la droite, illustre ce qu'on appelle l'enthalpie de la molécule d'eau, c'est-à-dire la quantité d'énergie intrinsèque qu'il y a au niveau de cette molécule d'eau. Donc la molécule d'eau à l'état solide a très très peu d'énergie, donc une enthalpie qui est faible. La molécule d'eau à l'état de vapeur a une enthalpie plus élevée pour pouvoir maintenir cet état gazeux. Ici, on va retrouver un tableau avec différentes valeurs qui correspondent en fait aux différents points que l'on voyait sur le diagramme de changement d'état. Donc tout ce qui se passe globalement en dessous du point triple. Donc on retrouve les coordonnées ici, température 0 degré, 6,11 millibars. Et on peut constater au niveau de ce tableau que à chaque condition de pression spécifique va correspondre pour la molécule d'eau une condition de température bien déterminée. Donc en agissant sur la pression interne à la chambre d'un lyophilisateur, on va pouvoir piloter via la pression la température de l'eau contenue dans l'échantillon. Donc, en imposant une pression à un échantillon, à mon échantillon, j'impose la température de son changement d'eau, de son changement d'état. Maintenant, je voulais vous parler des différents organes qui vont composer en fait un lyophilisateur. Donc, vous avez ici en illustration un lyophilisateur qui s'appelle une machine Beta 2.8 de la marque Christ, qui est équipée, prête à fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de cette machine? Une première partie technique qui va permettre de recevoir l'échantillon. On va appeler ça la chambre de séchage. Une deuxième partie qui est
à l'intérieur de la machine, que l'on ne voit pas, qui est une cuve cylindrique en inox dans lequel il y a un serpentin. Dans ce serpentin circule un gaz à basse température. C'est là où les vapeurs d'eau vont venir se condenser. En complément, accessoire complémentaire au niveau de la chambre d'un lyophilisateur, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de cette chambre des systèmes d'étagères pour venir accueillir l'échantillon. Éventuellement sur la partie supérieure, on devine une couronne avec différents robinets qui vont eux aussi recevoir les échantillons qui eux seront à ce moment-là contenus dans un récipient type ballon fond rond ou récipient cylindrique. Et instrument complémentaire et primordial au niveau du lyophilisateur, la pompe à vide qui va s'assurer de maintenir une pression basse au niveau de la chambre. Les lyophilisateurs étant des machines qui sont configurables en fonction des applications, on va pouvoir mettre en œuvre différentes configurations de travail. Donc au niveau de l'illustration sur l'écran est présenté en fait un système de travail dit système simple chambre. Alors le nom anglais pour cette application, c'est les Process Inside. Alors, vous retrouvez sur la partie gauche un petit schéma et sur la partie droite l'illustration, en fait, la photo d'un système complet. Donc, que repère-t-on sur ce schéma? On va retrouver effectivement la notion de chambre de condenseur cylindrique, dans lequel on voit ici en vue en coupe les différents systèmes de serpentins, donc serpentins du condenseur, serpentins qui seront à basse température et qui vont recueillir les vapeurs d'eau. On retrouve ici ensuite un système d'étagères, donc interne au condenseur, qui vont recevoir les échantillons qui, dans ce type d'application, sont plutôt conditionnés sous forme de vial. Et l'ensemble est coiffé par un couvercle en verre qui va assurer l'étanchéité du système. Dernier complément au niveau de ce schéma, cette commande manuelle qui peut actionner un système de scellement qui va fonctionner sur le système de principe du pressoir, c'est-à-dire qu'en tournant la commande de la partie supérieure, en fait, on va faire relever l'étagère et cela peut permettre en termes d'application de venir sceller sous vide des vials qui auraient été disposés sur l'étagère. Au niveau de cette technique, donc l'intérêt de travailler sur ce type de process, c'est-à-dire que toutes les étapes de la lyophilisation, congélation, dessiccation primaire, dessiccation secondaire, seront réalisées dans la même chambre. Donc l'échantillon n'aura pas à être manipulé entre les différentes étapes. L'avantage pour des machines format laboratoire, c'est que la congélation de l'échantillon se fait directement dans le condenseur et n'a pas besoin d'être fait à l'extérieur dans un autre moyen comme d'un congélateur, moins 20, moins 40 ou moins 80 degrés.
Une limitation pour ce type de technique, c'est que les échantillons et les étagères vont occuper un certain volume du condenseur, ce qui fait que la capacité en glace et la capacité en échantillon sur ce type de configuration est réduite. On met moins d'échantillons et on pourra accueillir moins de vapeur d'eau au niveau du condenseur. L'autre possibilité d'organisation au niveau d'un lyophilisateur est la conception en double chambre, donc, qui s'appelle aussi process outside. Donc là, même principe au niveau des illustrations. Donc sur la partie gauche, on va retrouver en termes de schéma le schéma globalement précédent de tout à l'heure, la cuve, le système de serpentin du condenseur, mais l'échantillon sera à ce moment-là disposé dans une autre chambre qui va venir coiffer en fait le lyophilisateur, donc une plaque intermédiaire, des systèmes d'étagères, éventuellement des systèmes de robinet, et une grande chambre qui classiquement est en acrylique de forme cylindrique, avec éventuellement entre les deux un système de séparation. Donc dans ce cas, eh bien, il n'y a pas occupation de la part de l'échantillon du volume du condenseur. Donc une chambre destinée aux échantillons, une autre destinée au condenseur, avec une possibilité technique de pouvoir isoler temporairement ces deux chambres. Les avantages de ce type de configuration, c'est d'avoir une capacité de piégeage du condenseur qui est préservée. Parce que généralement, quand on fait un choix d'équipement de lyophilisation, on exprime notamment la capacité de la machine en kilos. Une machine 4 kg est une machine qui pourra accueillir l'équivalent de 4 kg de glace au niveau de son condenseur. Donc dans ce type de configuration, cette capacité est préservée. L'autre avantage de ce type de configuration est que au niveau de la capacité d'accueil d'échantillons, grâce à la géométrie de la chambre et aux formes d'étagères, plus éventuellement les capacités d'accueil avec un raccordement sur les robinets, eh bien, on est capable de recevoir une grande quantité ou un grand nombre d'échantillons. Intérêt technique au niveau du système double chambre, c'est que avec la fameuse petite vanne papillon que l'on voit ici entre les deux chambres, on a la capacité, en demandant à l'automate de réaliser régulièrement des isolements entre les deux chambres, de pouvoir faire des tests de variation de pression qui ont un intérêt en termes de suivi de process. La limitation principale de cette organisation d'accessoires est que l'instrument, dans ce cas, n'est pas capable de pouvoir réaliser de lui-même la congélation de l'échantillon. Donc les échantillons devront être préparés et congelés par un autre moyen, donc un congélateur classique de laboratoire. Troisième forme d'organisation qui concerne essentiellement les machines dites machines pilotes, où on va retrouver le concept de double chambre, donc une première chambre qui non plus sur la partie inférieure, mais qui met généralement sur la partie arrière de la machine, la chambre de condensation qui se trouve à ce niveau-là, toujours séparée de la chambre de séchage par une vanne d'isolement,
et une chambre de séchage avec un système d'accueil d'échantillons qui va se faire là uniquement sur des étagères qui sont capables d'être mobiles et notamment qui ont la capacité d'être poussées par un système de vérin comme pour le process inside pour permettre le scellement des viales en fin de cycle. Et une ergonomie au niveau du travail qui va être différente parce que l'accès à la chambre de séchage ne se fait pas par l'action de soulever la chambre au-dessus du condenseur, mais l'accès se fait par une porte battante directement sur la chambre, ce qui est nettement plus simple au niveau de la manipulation. Alors, le système est un système à double chambre avec une vanne d'isolement, des étagères qui ont la capacité d'être refroidies, donc par l'intermédiaire d'une circulation de gaz ou un liquide caloriporteur. Et dans ce cas, comme le process inside de laboratoire, on va être à même de pouvoir réaliser la phase de congélation des échantillons directement dans l'appareil. Les avantages, la congélation d'échantillons, la grande capacité d'accueil d'échantillons. Ce type de conception de lyophilisateur sont des outils qui sont capables de répondre à des besoins de petite production. Une machine de 10 kg peut recevoir jusqu'à environ 3600 viales au format 2 ml, viales 2R, donc une capacité déjà intéressante en termes de production. Et aussi, ce sont généralement des outils qui sont là pour assurer la mise au point et le développement de protocoles de lyophilisation dans le but d'un transfert dans un second temps en production. Alors, ici, on reprend le même schéma qu'on avait vu tout à l'heure avec les différents états de la molécule d'eau. Donc, on va reschématiser les différents process de la lyophilisation. Donc, la première opération, qui est une opération de congélation de l'échantillon, faire passer l'eau contenue dans l'échantillon de l'état liquide à l'état solide. La deuxième étape de la lyophilisation a pour but de descendre la pression de la chambre pour la faire passer en dessous du point triple, donc 6 millibars 0 degré Celsius. Et généralement, ça va se poursuivre par la flèche numéro 3 que l'on voit ici. C'est le déclenchement de la sublimation au niveau de l'échantillon avec deux phases principales qui seront appelées dessiccation primaire et dessiccation secondaire. Donc ça, c'est les 3 étapes nécessaires pour sécher un échantillon par la voie lyophilisation. Congélation, dessiccation primaire, qui est une première phase de dessiccation qui va permettre de débarrasser l'échantillon de l'eau dite eau libre, et une phase complémentaire qui va s'appeler dessiccation secondaire pour aller chercher l'eau qui va se trouver à l'état de trace au niveau de l'échantillon. La congélation. Donc, l'objectif de la congélation, solidifier l'échantillon en le refroidissant en dessous de son point de congélation, et ça à la pression atmosphérique. On n'a pas besoin de jouer sur l'aspect pression pour cette opération. Donc l'eau, par solidification, va passer à l'état solide.
Une notion importante, parce qu'on parle de points de congélation de l'eau à 0 degré, mais si on amène une simple bouteille à 0 degré, c'est pas pour autant que l'eau passera instantanément à l'état solide. Il y a un phénomène qui se produit qui s'appelle le phénomène de surfusion, qui est un état intermédiaire entre l'état liquide et l'état solide, dit état métastable de la matière, dans lequel un liquide, un corps peut rester à l'état liquide en dessous de son point de solidification sans passer à l'état solide. Donc c'est un principe que l'on rencontre souvent, c'est il faut refroidir l'échantillon en dessous de son point de congélation pour pouvoir provoquer sa solidification. Donc, en termes de paramètres au niveau de la lyophilisation, il peut être nécessaire d'appliquer à l'échantillon une température inférieure de plusieurs degrés, de l'ordre de 3 à 5 degrés en dessous de sa température de son point de changement d'état pour provoquer la solidification. Différentes techniques de congélation sont possibles. Donc la congélation statique, eh bien, c'est ce qui va correspondre aux applications de laboratoire avec les systèmes double chambre. Donc une congélation qui se déroule à l'extérieur du lyophilisateur avec, dans un second temps, une mise en œuvre à l'intérieur de la chambre sur des étagères. Donc cette technique-là est une technique qui va permettre la congélation des produits en vrac aussi dans les machines pilotes. Donc en illustration, une machine format laboratoire avec une chambre spécifique, une chambre en acrylique avec une porte battante. Donc, sur lequel on voit que l'opératrice apporte les échantillons congelés dans des récipients qui ont une forme rectangulaire, donc des échantillons qui sont répartis dans des récipients le plus large possible pour former une couche d'une hauteur totale de 1 à 2 cm. Plus l'épaisseur de l'échantillon dans son récipient sera importante, plus la durée de séchage sera importante. Donc on peut considérer que l'épaisseur d'échantillon peut avoir un impact, non, néfaste c'est un bien grand mot, mais un impact sur le temps de séchage total de l'échantillon. Donc dans ce type de congélation, eh bien, on va toujours choisir le récipient qui va permettre effectivement d'optimiser la surface d'échange. La congélation dynamique. Donc toujours en termes d'application, une congélation qui dans ce cas qui sera uniquement externe au lyophilisateur, et notamment dès l'instant où on va travailler sur manifold, c'est-à-dire sur des systèmes d'arbres ou de chambres équipés de systèmes de robinet. Alors, une illustration d'une configuration de machine, donc c'est la même machine que la précédente illustration, mais la chambre et les étagères ont disparu au profit d'un système de couvercle qui est coiffé de ce manifold, donc c'est ces systèmes de tubulure en inox sur lesquels sont raccordés différents robinets qui vont pouvoir recevoir soit de la verrie classique de laboratoire, des ballons fond rond,
soit éventuellement des récipients plus spécifiques pour la lyophilisation, qui sont des récipients cylindriques, les récipients que l'on voit à ces deux endroits, voire aussi des applications spécifiques, notamment pour la microbiologie, la conservation des souches, où on va pouvoir avoir des systèmes d'accessoires pour recevoir soit des ampoules ou des tout petits tubes pour travailler en individuel. Alors, la congélation dynamique. Donc, deux schémas de bouteilles qui vont représenter en fait la même bouteille remplie avec la même quantité d'échantillons, mais avec des répartitions qui sont différentes. Donc si on laisse la bouteille telle que au niveau d'un congélateur, il va se former un noyau. Donc ce noyau peut, par exemple, dans l'illustration qui est ici, pour la quantité d'échantillons, avoir une hauteur de 70 mm, qui est une hauteur importante, avec une surface d'échange qui est très réduite. Si ce même flacon, grâce à un système mécanique, est mis en rotation au moment de la congélation, une rotation selon son axe, eh bien le produit va se congeler sur la totalité de la surface des parois du récipient pour former une coque de glace. À ce moment-là, pour la même quantité d'échantillons, l'épaisseur passe de 70 mm à 9 mm et la notion de surface d'échange passe de 38 mm à 253 mm. Donc ça, pour toutes les applications avec un travail sur robinet et manifold, eh bien, la technique de congélation va avoir un impact très important sur le temps total de la lyophilisation. Là aussi, même objectif que la précédente forme de congélation. L'objectif est d'optimiser la surface d'échange pour optimiser le rendement de sublimation. Alors, la congélation des produits dits à structure cristalline. Donc, c'est majoritairement toutes les formes de solutions aqueuses contenant différentes molécules, mais avec des concentrations modérées en termes de sucre et de protéines. Alors, la méthode de congélation et le temps de la congélation de l'échantillon est relativement important. Si la congélation est effectuée assez lentement, le mélange se sépare progressivement jusque la dernière goutte de liquide se solidifie à la température la plus basse possible, dite température eutectique. Alors j'essaie de traduire ça dans un langage un peu moins barbare. Globalement, congeler lentement un échantillon va être le moyen de s'assurer d'une congélation uniforme de l'échantillon sans générer des poches ou des déformations importantes de celui-ci. Dans de nombreux cas, le liquide surfusionne, on en a parlé tout à l'heure, de plusieurs degrés en dessous de la température de congélation. Alors c'est ce que l'on retrouve ici au niveau d'un diagramme d'un cycle de lyophilisation issu d'une traçabilité de lyophilisateur, où on retrouve notamment ici, pour les courbes jaunes et vertes, une évolution de la température interne de l'échantillon, donc un capteur qui aurait été positionné à l'intérieur du vial. Et pendant la phase de congélation, on observe le pic de surfusion qui est ce petit pic sur la courbe descendante de température fait donc amener l'échantillon à une température plus faible que sa température de congélation pour provoquer
la solidification de celui-ci, et dès que la solidification apparaît, on observe le dégagement de l'excédent d'énergie de l'échantillon avec le pic de surfusion qui apparaît. Pour pouvoir maîtriser ce type de technique de solidification, la cristallisation, pour que ça déclenche simultanément dans tous les vials en même temps, notamment dans des machines de grande dimension avec un grand nombre de récipients, cette phase de solidification peut être déclenchée par un système mécanique ou par génération de microcristaux techniques à base de microcristaux que l'on appelle nucléation. Alors, le schéma du principe de la nucléation qui s'applique principalement aux machines pilotes. Je n'imaginais pas que ça aille si vite. Voilà. Donc une première étape où on retrouve ici un lyophilisateur équipé de ces deux chambres, une chambre de condensation, une chambre de séchage où se trouve l'échantillon et une chambre complémentaire que l'on pourrait appeler ballast. Donc la première étape de la nucléation s'effectue à la pression atmosphérique, aussi bien au niveau de la chambre de séchage qu'au niveau de la chambre ballast. Le condenseur descend en température, va récupérer une partie de l'humidité qui est autour de l'échantillon sous forme de vapeur pour former des microcristaux à la surface de ce condenseur. Deuxième étape, on va amener la chambre de séchage et le condenseur à une pression réduite, mais toujours supérieure au point triple, donc sur des valeurs autour de 10 millibars. Le système de réservoir ballast restant, lui, à la pression atmosphérique. Et à un moment spécifique, on va ouvrir le ballast. Un flux de gaz va partir de cette ballast en direction de la chambre de séchage, en passant par le condenseur, va entraîner avec lui un nuage de microcristaux qui vont pénétrer par flux gazeux à l'intérieur des vials. Donc les vials étant amenés précédemment à l'état de surfusion et l'ensemencement des vials par système de microcristaux va déclencher simultanément dans tous les vials en même temps la solidification. Donc on va voir rapidement sur cette toute petite vidéo la conséquence d'une nucléation avec, au niveau d'un vial, le déplacement du front de solidification. Et on voit au second plan d'autres vials dont le front suit à peu près le même cheminement. Donc la nucléation permet effectivement de provoquer la solidification des échantillons en simultané dans un très grand nombre de vials en même temps. Alors, autre point important sur la durée de la congélation, une congélation trop rapide à une température trop basse entraîne une modification du rendement du séchage, du rendement de la sublimation. Alors, en fonction de la dynamique de congélation, va se former à l'intérieur de l'échantillon, des pores vont se mettre en œuvre qui vont former des canaux. Et là, il y a une petite comparaison entre les deux images de gauche et les deux images de droite qui sont
basé sur un même produit, donc une solution de mannitol, qui est congelé en fait à 2 niveaux de température différents. Sur la partie de gauche, on voit effectivement qu'il y a un moins grand nombre de canaux, mais des canaux de plus fort diamètre. Sur l'illustration de droite, on voit un plus grand nombre de canaux, mais de plus petit diamètre. Donc, globalement, c'est un peu la différence entre la route départementale et l'autoroute. Je mettrai les routes départementales sur la droite, les autoroutes sur la gauche, et donc du coup les flux gazeux, donc le débit de dégagement de vapeur des échantillons peut se faire plus rapidement sur un échantillon qui a été congelé plus doucement, donc qui va permettre un débit gazeux plus important, donc une vitesse de sublimation à l'issue de la congélation plus importante. La notion de produit amorphe, donc en opposition avec les solutions cristallines. Donc une substance amorphe n'a pas de limite cristalline, c'est qu'elle n'a pas de changement d'état bien défini, solide, liquide. Mais va passer par un état intermédiaire, un état de masse surfondue. Donc un petit peu à l'exemple du verre que l'on chauffe, qui ramollit au départ pour repasser à l'état liquide. Donc une transition progressive en opposition à une transition cristalline qui est soudaine. Donc au niveau des produits amorphes, donc le chauffage d'une solution à base de produits amorphes congelés ne conduit pas à une fusion soudaine, mais les matériaux devenus mous, devenus plus mous, commencent à s'écouler. Ce niveau de ramollissement et de début d'écoulement s'appelle collapse et est généralement nommé en initiale TC. Dans l'autre sens, donc le passage de l'état liquide à l'état solide, toujours par le biais d'un état amorphe, s'appelle état de transition vitreuse. L'intérêt de ces molécules, c'est au niveau du monde industriel, le monde pharmaceutique, l'utilisation d'une matrice de type amorphe va permettre effectivement de préserver notamment tout ce qui est macromolécules. La transition se faisant progressivement, on a moins d'altérations au niveau des macromolécules, des principes actifs, protéines ou autres molécules de grande dimension. Autre point important, en cas de décongélation accidentelle au niveau de la phase de dessiccation primaire, eh bien, on va seulement constater un changement d'aspect du produit fini. Donc on s'entend à un produit qui est plutôt ressemble à une espèce d'éponge solide. Dans le cas des produits cristallins, là, ça va plus ressembler à quelque chose qui va être proche du miel ou du moelleux au chocolat. Donc l'aspect final du produit n'est pas satisfaisant, mais les molécules qui le composaient ont été préservées. Donc ont une deuxième chance de traitement et ne sont pas altérées. Donc cette phase de congélation en présence de produits amorphes peut avoir un intérêt dans le secteur pharmaceutique, notamment au niveau de la durée de conservation qui est du coup est plus longue pour ce type de produits. Donc le point qui est important au niveau du traitement d'échantillons par lyophilisation et la détermination en fait
du point de congélation, le point technique, le point de changement d'état de l'échantillon que l'on a à traiter. Et il faut pouvoir trouver la bonne source d'information pour avoir cette information. Donc la première voie, qui est relativement simple, est une voie bibliographique. Donc en recherchant, on peut trouver des notions de température. On peut faire aussi des études spécifiques liées à des instruments, donc de la cryomicroscopie ou de la DSC. Mais au niveau des lyophilisateurs, il y a un élément complémentaire qui est intéressant, et qui est la mesure de la résistance électrique, résistivité de l'échantillon. Donc la résistance électrique d'un produit à sécher augmente presque toujours d'une façon spectaculaire, donc un changement soudain qui correspond au changement d'état, notamment pour les solutions cristallines, lors du passage de l'état liquide à l'état solide. Pourquoi un changement de résistivité? Parce que tout simplement, la mobilité des molécules n'est plus possible. On est dans un réseau cristallin. Donc les ions et les électrons perdent les ions perdent leur mobilité. Donc la résistivité électrique de l'échantillon augmente. Donc cela peut signifier que, en mesurant la température et en simultané la résistance électrique interne de l'échantillon, on est capable, grâce au système d'un automate de lyophilisateur, de pouvoir déterminer son point de congélation. Donc toujours là, on reprend l'illustration que l'on avait tout à l'heure, où on retrouve notamment le pic de surfusion dont on a précédemment parlé, mais on s'intéresse là maintenant en complément à cette petite courbe rose que l'on voit passer ici, qui est l'expression de la résistivité. Et quand on récupère ce type d'information, on peut faire une première détermination rapide du point de congélation de l'échantillon, en regardant effectivement le point d'intersection qu'il y a entre les courbes de température produit et la courbe de résistivité. Les logiciels de traçabilité ont aussi la capacité, eux, de faire des déterminations mathématiques de ce point de détermination de ce point de congélation, en faisant l'étude effectivement de la variation des valeurs de résistivité, et en fonction de la température de la variation de l'échantillon. Donc les courbes qui sont ici pour l'échantillon, type des tangentes, le système est à même de pouvoir déterminer, suite à un premier essai de lyophilisation, la température de congélation. Donc le point de solidification peut être considéré, dans ce cas, d'un point de vue mathématique, comme la température du produit à laquelle la résistivité ne change plus. Donc c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'interprétation des courbes, où on retrouve les notions d'asymptote au niveau de l'échantillon. Donc, à l'issue de la congélation de l'échantillon, donc va se dérouler en fait la deuxième étape, qui va être une variation de pression. Mécaniquement, ce qui est déjà actif au niveau des congélateurs pilotes, ou sur les congélateurs qui assurent la congélation des échantillons, le condenseur est déjà froid. Par contre, la pompe qui assure la descente en pression de la chambre, qui sont des pompes à vide, généralement pompes à palette, ces pompes à palette ont besoin d'être réchauffées, donc une phase de chauffage
qui va durer une quinzaine de minutes. Donc techniquement, au niveau de l'exécution d'un cycle complet de lyophilisation dans un lyophilisateur, entre l'étape de congélation et l'étape de dessiccation primaire, viendra une petite étape intermédiaire qui pourra se dérouler de façon automatique avant d'activer la dessiccation primaire. Donc la dessiccation primaire va être réglée pour permettre de déclencher la sublimation de la glace, libre, l'eau libre de l'échantillon, donc toute l'eau qui est en excès au niveau moléculaire, donc l'eau qui est l'eau interstitielle. La pression dans la chambre donc, est réduite au vide de travail spécifique, c'est-à-dire le niveau de pression qui est nécessaire pour être en dessous du point de congélation. Dès que la sublimation de la glace commence, l'énergie thermique de l'échantillon, c'est-à-dire la température, on pourrait le traduire par la température de l'échantillon, est extraite du produit, vu que le changement d'état de l'état solide à l'état liquide va nécessiter en fait un apport d'énergie au niveau de l'échantillon. Donc dès que la sublimation de la glace commence, l'énergie thermique est extraite du produit et celui-ci est donc refroidi. C'est le début de la sublimation qui va maintenir la basse température de l'échantillon. Alors, ici, un schéma, l'augmentation progressive de la température des étagères chauffantes pour les lyophilisateurs qui en sont équipés, fournit l'énergie nécessaire à la sublimation de l'eau. Les vapeurs qui sont extraites, donc qui sortent du produit lors du séchage sous vide, vont ensuite être recondensées au niveau du condenseur qui agit à ce moment-là comme une pompe à chaleur. Donc là, le condenseur va recapter l'excédent d'énergie et l'eau va repasser à l'état solide. Donc par un système de groupe froid, le condenseur est refroidi et tout ça dans des conditions de pression qui sont maîtrisées grâce à un système de pompe. Donc au niveau de cette opération, la pompe à vide ne sert uniquement à maintenir le bon niveau de pression au niveau de la chambre de séchage et n'assure pas un transfert de matière. La vapeur sort de l'échantillon et va directement sur le condenseur. Il n'y a normalement, dans un process qui se déroule normalement, aucun échappement de vapeur à travers la pompe. Cette opération de dessiccation primaire est un processus qui va durer pour les cycles les plus rapides une douzaine d'heures, voire à plusieurs jours au niveau de la nature du produit. Oui. Pour fournir en fait l'énergie de sublimation nécessaire. Oui. Alors, moi, si je chauffe, c'est pas de décongeler en fait mon produit avant de sublimer? Alors, on pourrait imaginer que dès l'instant où on chauffe de la glace, elle va fondre. Ça, voilà, ça va décongeler des produits. Donc effectivement, c'est un phénomène qui pourrait se produire dans des conditions de pression qui seraient au-dessus de la pression de la chambre, donc au-dessus de 6 millibars. Dès l'instant où on est dans des conditions de pression qui sont inférieures à 6 millibars, l'eau liquide ne peut plus exister, donc l'état liquide de l'eau ne peut plus exister. Donc, si je monte en température, là je vais chauffer, je vais dépasser en fait la température même de solidification de l'eau, qui est de 0 degré. À 6 millibars, je suis à 5, et si je descends, en fait, là je vais monter à 2-3 degrés, même à 6 millibars, l'eau va devenir à l'état liquide.
sauf si je chauffe, je pense, en séchage secondaire. Il est évident qu'on va chauffer un peu moins pendant la dessiccation primaire et de façon modérée pour ne pas effectivement emballer le cycle de sublimation, pour saturer soudainement la chambre de vapeur trop vite pour que le condenseur puisse à ce moment-là les recondenser au fur et à mesure. Donc vous avez entièrement raison. Au niveau de la dessiccation primaire, on apporte de l'énergie via les plateaux chauffants, mais de façon très modérée, en conservant effectivement le ratio de piégeage qui est possible au niveau du condenseur. Si on emballe effectivement ce système, on va réaugmenter la pression à l'intérieur de la chambre, et c'est le fait de réaugmenter la pression au niveau de la chambre qui va faire que cette pression passe au-dessus de 6 millibars. Et là, vous avez raison, au-dessus de 6 millibars, de nouveau, l'eau peut exister à l'état liquide. Et que ce chauffage sera plus important au niveau de la dessiccation secondaire pour d'autres raisons. Donc un process de lyophilisation est un process qui est long. Il y a peu de cycles de lyophilisation qui durent moins de 12 heures. On peut atteindre des durées sur des petites quantités de au moins 24 à 48 heures, voire beaucoup plus sur des échantillons difficiles. Donc, on a déterminé en fait le point technique, le point de congélation de l'échantillon en faisant des premiers essais ou en regardant dans la bibliographie. Donc après, au niveau de la dessiccation primaire, il faut choisir la bonne pression. La pression qui sera forcément inférieure à 6 millibars, mais en dessous de 6 millibars, quelle est la bonne pression ? Eh bien, on fait une approche par rapport à la température de congélation qu'on a déterminée de notre produit. On peut prendre l'exemple d'un échantillon qui va se congeler à moins 5 degrés. On va appliquer par sécurité au niveau du process de dessiccation primaire une marge de sécurité équivalent à moins 10 degrés. Donc on va aller rechercher un équivalent, donc l'équivalent d'un moins 15 degrés au niveau de la choix de la pression. Et pour avoir de l'eau à la température de moins 15, enfin de la glace à l'état de à la température de moins 15 degrés, il faut, en termes de consigne, appliquer une consigne de pression de 1,65 millibars, donc en dessous du 6 millibars. Alors, autre influence de la pression, c'est l'application de la loi des gaz parfaits. Donc, si on reprend les deux premières parties de l'égalité, on voit d'un côté de l'égalité qu'il y a une notion de pression, P fois volume, volume étant le volume de la chambre. C'est égal à M, le nombre de moles de vapeur que l'on peut avoir dans le volume, fois la constante de Planck et la température à laquelle se trouve la chambre. Donc on va faire le raccourci et considérer que la température de la chambre ne varie pas et reste au niveau de la température ambiante. Et on va simplement voir que, vu que la chambre du lyophilisateur ne se déforme pas et reste à volume constant, qu'en jouant sur la notion de pression, on va jouer sur le nombre de moles de vapeur que l'on va pouvoir produire dans la chambre. Donc une pression de travail qui serait sous-évaluée ou fortement sous-évaluée, on réduit la valeur P, et bien, va avoir un effet de réduction sur la quantité totale de vapeur que l'on va pouvoir produire, donc la quantité de vapeur que l'on va pouvoir accueillir dans la chambre. Donc une pression trop basse va apporter de la sécurité en termes de température, en termes de réduction du risque de congélation, mais va altérer effectivement le rendement de la sublimation. Petite illustration. 1 gramme de glace va produire globalement à 1 millibar 1 mètre cube de vapeur. À 0,1 millibar, 10 mètres cubes. À 0,01
millibars, la même quantité de glace aura besoin d'un volume de 100 mètres cubes. Donc la pression est importante pour éviter la décongélation du produit, mais la sécurité peut être nuisible en termes de rendement au niveau de cette dessiccation primaire. Plus la pression est basse, moins de la masse de vapeur est importante au niveau de la chambre, vu que le volume de cette chambre est un volume constant. Donc la consigne de dessiccation primaire va être en fait un équilibre entre la sécurité, donc j'ai envie d'aller plus bas, d'avoir un échantillon qui a plus de chances de rester froid, mais la sécurité a un prix, et le prix de cette sécurité, c'est le rendement de la sublimation. Un petit schéma ici pour illustrer ça. On va plutôt s'intéresser uniquement aux deux courbes, la courbe rouge et la courbe bleue. Donc la courbe rouge qui est ici, la courbe bleue qui est au-dessus. Donc la courbe rouge, c'est un travail à la pression de 0,05 millibars. La courbe bleue est un travail donc à une pression du double, 0,1 millibar. Et on se rend compte effectivement que le rendement de la sublimation est nettement supérieur à des pressions plus élevées, donc des pressions moins réduites, donc moins dans le domaine de sécurité, mais le gain en termes de temps peut être relativement important. Donc là, sur le schéma, sur un cycle qui dure environ 25 heures, il y a quand même de l'ordre de 4 à 5 heures de gagné en termes de durée de process. Alors, un autre point important, au niveau des lyophilisateurs, quel que soit le fabricant, vous avez la possibilité de choisir la température minimum de ce condenseur. Donc c'est des systèmes de réfrigération qui sont soit des systèmes dits mono-étagés qui vont pouvoir produire des températures de condenseur aux environs de moins 55. Si on regarde toujours dans le petit tableau qu'on a vu au début, l'équivalent d'un moins 55, ici, c'est une pression de 0,021 millibars, qui est une pression relativement élevée pour une pompe à palette qui est capable de travailler jusqu'à des niveaux de pression de l'ordre de 10-3. Donc, au niveau d'un lyophilisateur qui n'aurait qu'un condenseur à la température de moins 55, si on avait envie ou si on laissait le système, notamment une pompe à vide connectée en direct sans système de régulation, si on réduit la pression en deçà de 0,021 millibars, on va se retrouver avec des notions d'écart de température quasiment inexistants entre le condenseur, donc l'eau sur le condenseur et l'eau sur l'échantillon. Donc on risquerait à ce moment-là déjà de ne plus avoir de rendement au niveau de la sublimation, mais avoir le risque de créer une vaporisation secondaire, donc à ce moment-là de l'eau qui s'échappe du condenseur et qui irait dans la pompe. Donc ça se traduit en fait en termes de... on va pouvoir faire la comparaison, c'est que dès l'instant où le lyophilisateur est équipé d'un système de condenseur avec des températures de moins 85 ou aussi moins 105, mais ces machines qui sont un petit peu plus rares, en équivalent pression, un moins 85 devrait correspondre à 5 10-3 millibars, qui est généralement un niveau de pression qui est beaucoup moins facilement atteignable par une pompe à palette connectée à un lyophilisateur. Donc, pour la phase de dessiccation secondaire, là où on va au maximum de la pression possible, eh bien, on pourra continuer à sortir l'eau liée de l'échantillon
ce qui n'est pas forcément possible, ou à moindre mesure sur un condenseur qui est à plus haute température. Donc l'autre point, c'est l'apport d'énergie à l'échantillon, donc lors de la dessiccation secondaire, pour permettre le changement d'état, de l'état solide à l'état de vapeur pour l'échantillon. Eh bien, je vais devoir apporter de l'énergie à cet échantillon. Donc, différentes possibilités. Soit on va apporter de l'énergie directement depuis l'environnement de l'échantillon, et ce qui est souvent le cas du travail sur manifold, avec des robinets, où là on va avoir effectivement l'avantage d'avoir des récipients qui vont directement baigner dans l'air ambiant du laboratoire, donc ils vont bénéficier d'un apport d'énergie à la fois par système de convection. L'air chaud du laboratoire, l'air même à température ambiante, va venir apporter de l'énergie à ces ballons en complément de l'énergie classique de rayonnement infrarouge. Dès l'instant où on va travailler dans un système de chambre, donc avec des produits qui vont être disposés sur des étagères, le phénomène de chauffage par convection que l'on avait sur les ballons qui étaient sur manifold n'est plus possible, parce que le récipient de mon échantillon se trouve dans la chambre qui, elle, est à pression réduite. Donc dès l'instant où la pression est réduite, on n'arrive plus à apporter par phénomène de convection, il n'y a plus de brassage de gaz à l'intérieur de la chambre. Donc à ce moment-là, c'est plus un apport d'énergie sous forme de rayonnement infrarouge qui se fait à travers la chambre. L'autre moyen d'apporter de l'énergie là de façon maîtrisée, de façon un peu plus importante, est de travailler à ce moment-là en contact direct entre le récipient de l'échantillon et l'étagère, en travaillant à ce moment-là avec des étagères qui ont la capacité de chauffer. Ici, un petit schéma qui fait une comparaison de temps de séchage. Donc, sur la courbe rouge, un échantillon donc en même quantité, c'est 5 échantillons de 200 ml d'eau dans des récipients avec une épaisseur de 8 mm à la pression de 1,03 bar, et on se rend compte effectivement que dès l'instant où on va travailler avec des étagères chauffantes à la température de 20 degrés, eh bien on va pouvoir considérer que l'échantillon est sec avec un peu plus de 6 heures, que si j'avais disposé l'échantillon dans les mêmes conditions de travail, eh bien le séchage, le même niveau de séchage n'aurait été atteint qu'au bout d'une vingtaine d'heures. Donc l'apport d'énergie au niveau de l'échantillon lors de la sublimation est important et un critère primordial au niveau du rendement de sublimation. Donc dans la pratique, la température de l'étagère a moins d'influence car la pression est souvent plus faible et normalement la matrice du produit entrave le flux des vapeurs d'eau et réduit la vitesse de séchage. C'est-à-dire qu'un produit, au fur et à mesure qu'il sèche, va bloquer en fait la sortie de vapeur d'eau, donc va inhiber un petit peu ce phénomène. En termes de dynamique de sublimation, eh bien, on peut considérer que sur cet exemple de séchage, eh bien, pendant le premier tiers de temps de la phase de séchage, on a sorti globalement 50% de l'eau de l'échantillon. Et le tiers suivant, on ne sort que toujours 50%, mais de la quantité d'eau qui est restante.
Donc au fur et à mesure de l'avancement du séchage de l'échantillon, l'échantillon conduit de lui-même à son propre séchage, limitant les échanges gazeux. Et il faut atteindre un point d'asymptote au bout de quelques heures pour avoir le niveau de séchage maximum. L'influence de l'échantillon sur lui-même, donc le front de sublimation, donc la limitation entre le produit sec et le produit humide. Donc ce front de sublimation se retire plus profondément dans le produit. La vapeur d'eau doit alors trouver un nouveau chemin ou doit parcourir un chemin un peu plus important à travers les couches sèches. Donc la résistance de l'échantillon sec à son propre séchage devient de plus en plus important au fur et à mesure, ce qui explique ces diminutions de rendement globalement de 50% chaque tiers de temps de séchage. Point d'exploitation, la pression de sécurité au niveau d'un lyophilisateur. Donc on a compris que l'on avait besoin d'essayer d'apporter rapidement le maximum d'énergie à l'échantillon pour avoir le meilleur rendement. Cependant, on va demander aux différents, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle en complément de la pression de consigne de travail de 1 millibar que l'on voit ici au niveau du schéma, appliquer une pression de sécurité, donc qui est un niveau de pression qui à ce moment-là inhibera le chauffage des plateaux pour empêcher la décongélation de l'échantillon. Donc la température de sécurité est un niveau de pression que l'on va choisir avec 5 degrés en dessous de la température de travail que l'on aura déterminée précédemment. Donc une petite illustration au niveau en termes d'application. Donc pour un produit qui a un point de congélation à moins 10 degrés, on va rechercher une pression, un équivalent de température de travail à moins 20 degrés, soit 1,03 millibar. J'ajoute mes 5 degrés en termes de pression de sécurité et j'arrive à ce moment-là à une pression de sécurité équivalent à moins 15, soit 1,65 millibar. Donc à partir de 1,65 millibar, le chauffage des plateaux sera inhibé pour empêcher la décongélation de l'échantillon. Sur les machines pilotes, on peut rajouter éventuellement une deuxième barrière de sécurité, une alarme de température qui, si elle est atteinte, à ce moment-là, redéclenchera automatiquement une phase de congélation de l'échantillon. Voilà, c'est ce que j'expliquais à ce niveau-là. La dessiccation secondaire, donc le séchage secondaire est une option qui peut être utilisée si l'objectif est de conserver un minimum d'humidité résiduelle au niveau de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de l'élimination de l'eau libre. Il s'agit d'un autre phénomène physique, ce n'est plus de la sublimation mais de la désorption, c'est-à-dire l'élimination de l'eau résiduelle absorbée à la surface des pores de l'échantillon. Donc molécules d'eau qui, à ce moment-là, ont des liens énergétiques importants avec la matrice restante de l'échantillon. Donc dans ce cas-là, on va au plus bas en termes de pression et on chauffe de façon plus importante le système. Donc globalement, cette phase de dessiccation secondaire sera effectuée à la pression finale la plus basse possible. Donc on va globalement à la limite de la pompe. Et pour bien désorber, on augmente aussi l'apport d'énergie de l'échantillon en augmentant la température des plateaux. Donc la pression finale la plus basse possible dans la chambre de séchage pour la diversion
la plus efficace dépend de la température du condenseur et de la puissance de la pompe à vide. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un condenseur à moins 55, on ne va pas pouvoir descendre plus bas que 0,021 millibars pour effectuer la deuxième phase de séchage, la désorption. Une fois que les séchages ont eu lieu, on cherche à savoir à quel moment mon produit est sec. La question qu'on se pose classiquement, quand mon produit est-il sec? Donc visuellement, on ne peut pas forcément s'en rendre compte, mais on peut s'en rendre compte éventuellement par l'intermédiaire de grandeurs physiques qui sont mesurées au niveau de la machine. Donc la fin de séchage est atteinte, notamment lorsque la température du produit, donc une sonde de température qui est introduite dans le produit avant sa congélation, et la température des étagères sont approximativement la même. Donc c'est ce que l'on voit ici au niveau de l'illustration. On va avoir en vert différentes courbes de température produits et on peut notamment considérer que la phase de dessiccation primaire, voire aussi la phase de dessiccation secondaire, est terminée quand la température de l'échantillon devient identique à celle des plateaux. Tout simplement, à ce moment-là, il n'y a quasiment plus de molécules d'eau dans l'échantillon. Donc la sublimation de l'eau restante n'a plus d'influence sur la température de l'échantillon. Autre point que l'on peut, autre indicateur, c'est suivre la température du condenseur. Et notamment donc la courbe qui est en marron ici, où on constate effectivement que la température du condenseur reste supérieure à, sur ce graphique, moins 80 degrés, tout le temps où celui-ci va recevoir des vapeurs d'eau. Dès l'instant où le taux de sublimation diminue, la température du condenseur commence à diminuer. Et quand la température du condenseur est atteint le minimum possible de la machine, c'est là aussi un autre indicateur indirect du niveau de séchage qui signifie que l'échantillon est sec. Autre technique possible pour les machines qui sont équipées de plusieurs capteurs de pression au niveau de la régulation de la chambre. Et généralement, quand on double des capteurs de pression, c'est qu'on va doubler les techniques de mesure. Donc, par défaut, au niveau d'un lyophiliseur, on va toujours utiliser un capteur de type Pirani, un capteur à fil chaud. Ce capteur va voir la pression, mais sous l'influence de la vapeur qu'il y a au niveau de la chambre. C'est souvent le capteur qui fait la régulation. C'est pour ça que le signal en rouge de ce capteur est une ligne quasiment parfaitement horizontale. Quand on fait la comparaison avec un autre capteur, donc par exemple un capteur de type capacitif, qui est un capteur qui va lui aussi voir la pression de la chambre, mais du coup sans l'influence de la vapeur qu'il pourrait y avoir dans cette chambre, eh bien on peut constater que l'écart entre les valeurs mesurées par ces deux types de capteurs est réduit à son minimum au moment où le produit devient sec. Donc là aussi, c'est un complément au niveau de termes de mesure pour vérifier que le produit est sec. Autre technique possible, notamment pour les outils de développement, est d'introduire des systèmes de pesée directement à l'intérieur de la chambre d'un lyophilisateur, où le système va venir peser régulièrement un vial témoin et va suivre l'évolution de sa masse. Quand la masse n'évolue plus, le produit est sec. Donc une balance embarquée peut être un outil, mais plus spécialement pour le développement et l'optimisation de processus.
parce que dès l'instant où il y a une balance, on n'est plus capable de sceller les viales. Dernier point, dernier point de mesure pour évaluer l'état de séchage de l'échantillon, eh bien c'est la vanne d'isolement entre la chambre de condensation et la chambre de séchage, petite vanne papillon qu'on a vue sur les premiers schémas. Donc au niveau de cette vanne, à une certaine périodicité de temps et pendant un certain temps, on va demander à cette vanne de se fermer et là, on va suivre l'évolution de la valeur de pression dans la chambre de séchage. Tant que le produit continuera à sécher, donc à produire de la vapeur, la pression au niveau de la chambre au moment de la phase d'isolement continuera à évoluer. Quand mon échantillon sera sec ou considéré comme sec, eh bien cette variation de pression sera minimum et plus au niveau des taux de fuite du système. Donc l'étude de variation de pression grâce à un système automatique permet de vérifier aussi l'état de séchage. Donc, pour évaluer, en résumé, pour évaluer si mon échantillon est sec en lyophilisation, c'est la comparaison de la température du produit par rapport à la température de l'étagère, l'évolution de la température de mon condenseur vers le minimum possible, redescente, et puis les différents indicateurs que l'on a vus, les écarts de pression qui peuvent exister entre les deux types de capteurs. Juste très rapidement, au niveau de la gamme des produits Martin Christ, il existe des appareils, des concentrateurs qui sont à ce moment-là, qui ne sont plus des lyophilisateurs mais des évaporateurs, donc pour travailler au-dessus de la consigne de 6 millibars. Donc là, sans s'affranchir de l'état liquide du solvant, où on va ici régler la pression de travail en fonction d'une source documentaire que l'on a classiquement sur les différents systèmes. Et là aussi, en appliquant le même principe, en imposant la pression à mon échantillon, j'impose sa température d'évaporation. Ici, une petite idée d'un schéma d'un concentrateur. On voit au point numéro 1 le concentrateur, le point numéro 2 la pompe à vide pour réduire la pression dans la chambre de son concentrateur et un élément intermédiaire équivalent au condenseur du lyophilisateur qui est un piège à froid, complété ensuite des différents capteurs de pression et électrovannes. Et puis voilà, une idée d'application, enfin de différents supports qui existent au niveau des concentrateurs. Les concentrateurs fonctionnent un petit peu sur le même principe des centrifugeuses, donc font tourner un rotor mais à plus faible vitesse et plus faible accélération, avec des formes de rotor ouverts pour que l'échange par convection et par irradiation soit possible, mais aussi avec des supports spécifiques pour éventuellement travailler sur les formes de microplaques. Là va s'arrêter mon grand discours. Pas toujours très clair, désolé, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Oui, bonjour. Existe-t-il une formule miracle pour constater la fin de la lyophilisation quand on a un ballon pendu en extérieur? Comment peut-on savoir si, à part les suivis,
Eh bien, globalement, qu'on va travailler sur un manifold, donc un système d'arbres en inox avec des robinets, mon échantillon directement conditionné dans un récipient qui est dans l'air ambiant du laboratoire. Comment je peux savoir si mon échantillon est sec? Déjà, on ne peut pas utiliser de capteur de température vu qu'il n'y en a pas qui sont prévus dans ce genre de système. Reste éventuellement la température du condenseur, mais ça ne sera pas une absolue vérité parce qu'on peut être sous l'influence des autres échantillons qui sont positionnés sur la même chambre ou sur le même manifold, donc qui vont influencer ce condenseur. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est la température de surface de ce ballon sur le manifold qui doit être au plus proche à ce moment-là de la température ambiante de la pièce ou du laboratoire où il se trouve. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités hormis celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour la présentation, c'est très clair. Je voulais savoir pour la sonde de surveillance de température de condenseur et des plateaux, est-ce que c'est la même sonde ou est-ce qu'elle est reliée à un système de surveillance de température, un logiciel? Alors, dans les notions de température que j'ai exprimées, donc notion de température de condenseur, notion de température de plateau et notion de température de produit, ce sont des sondes qui sont différentes. La sonde de température du condenseur est une sonde qui est généralement positionnée au point d'injection du condenseur. Les sondes de température de produit sont dans les produits et les sondes de température de plateau sont généralement des sondes qui sont à l'intérieur du plateau. Donc c'est 3 types de capteurs différents. Elles sont optionnelles, il faudra les acheter ou pas? Dès l'instant où le système est vendu avec des plateaux chauffants, le capteur de température du plateau chauffant est prévu. Par défaut, un lyophilisateur ne peut pas fonctionner comme sans information de température de condenseur. Donc les seules choses qui sont optionnelles, c'est les sondes de température produit. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? En tout cas, merci de votre attention. Merci à mes collègues de m'applaudir, à mes clients de m'applaudir aussi. Pour ceux qui ont la curiosité, vous vous rendez au stand qui est juste là, avec les magnifiques cubes lumineux. Et au plus proche de l'entrée, vous avez les 2 machines que vous avez vues en illustration, c'est-à-dire une machine pilote de 4 kg et une machine laboratoire de 4 kg où je peux vous montrer les différents éléments techniques dont on vient de parler. En tout cas, merci à tous.